Grand-père racontait souvent cette histoire lors de réunions familiales depuis des années. Il est originaire de la ville de Yaroslavl en Russie. Je suppose que c'était l'Union soviétique quand il est né là-bas. Étant originaire de l'URSS, il a servi sous l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, puis a fui aux États-Unis quelques années plus tard pour échapper au communisme. Il m'a raconté cette histoire à nouveau récemment. Cela s'est produit peu de temps après la bataille de Lucky Lucky, qui n'était pas une bataille majeure de la guerre, mais qui s'est quand même soldée par un grand nombre de pertes pour les Soviétiques et les Allemands, comme la plupart des batailles de l'époque. C'était le soir, et d'après mon grand-père, il faisait très froid cette nuit-là, un froid infernal. Ils étaient dans une petite maison ou un bâtiment qui faisait partie des rares à ne pas avoir été endommagé, ce qui était agréable car il faisait chaud. Lui et ses camarades célébraient avec des boissons, des chansons, des rires et des plaisanteries. À un moment donné de la soirée, 2 autres soldats sont entrés dans le bâtiment. Mon grand-père et son ami Sergueï ne les appréciaient pas du tout. Apparemment, c'était parce qu'ils étaient bruyants et désagréables. Sergueï a demandé à mon grand-père s'il voulait sortir et fumer. Il a accepté, et les deux ont enfilé leurs lourds manteaux et sont sortis dans l'air glacial. Mon grand-père a sorti une cigarette, tout comme Sergueï, puis il a allumé leur cigarette. Ils ont discuté un moment, profitant tous les deux de leur cigarette et se réjouissant de la victoire après 2 mois de bataille. Ils s'apprêtaient tous les deux à retourner à l'intérieur quand ils ont entendu ce qui ressemblait à un cri d'homme venant de la forêt au loin. Craignant que ce cri ne soit celui d'un de leurs camarades attaqués par une patrouille allemande, ils sont retournés rapidement à l'intérieur et ont saisi leurs armes. Comme il pouvait y avoir des soldats allemands armés, ils ont réuni d'autres soldats pour se rendre dans la forêt avec eux. Mon grand-père a mentionné qu'à mesure qu'ils s'enfonçaient dans la forêt, ils commençaient à ressentir une étrange sensation de crainte et de peur. Lorsqu'ils n'ont plus entendu de cris, mon grand-père a suggéré que tous se divisent en duos pour chercher la source du bruit. Sergueï est allé avec lui, tandis que les autres sont partis en duo. Après environ 2 minutes de marche dans l'obscurité et le froid, mon grand-père a dit qu'il pouvait entendre des pleurs faibles, comme si quelqu'un souffrait. Sergueï a également entendu cela, alors ils se sont dirigés vers l'endroit d'où venaient les pleurs. Ils ont commencé à voir des gouttes de sang dans la neige, ce qui les a fait prendre la situation plus au sérieux qu'auparavant. Mon grand-père a expliqué que cela le faisait encore frissonner quand il raconte cette partie. Quand lui et Sergueï sont arrivés à la source des pleurs, ils ont découvert la scène la plus bizarre et la plus perturbante. Ils ont vu 2 soldats allemands au sol, l'un mort et l'autre vivant. L'un d'entre eux avait l'uniforme déchiré et ensanglanté. Celui qui était vivant se blottissait contre un arbre en murmurant des choses en allemand. Il n'a pas remarqué mon grand-père et Sergueï. Tout de suite, mon grand-père s'est approché du corps de l'autre homme. Le cadavre était horriblement mutilé, il lui manquait des membres, la peau de son visage était arrachée. Son uniforme était déchiré, et il semblait qu'il avait été scalpé. Une autre chose qui a marqué mon grand-père était l'odeur. Il ne pouvait pas la décrire en disant que ce n'était pas l'odeur d'un cadavre, mais plutôt celle de produits chimiques. Le cadavre semblait frais. Sergueï a examiné le soldat vivant, qui, en voyant Sergueï, a reculé dans la terreur comme s'il avait été traumatisé. Il criait des choses en allemand. C'est seulement à ce moment que mon grand-père a remarqué que sa jambe avait été déchiquetée et que sa poitrine était ensanglantée. Il a dit qu'il se souvient que le soldat allemand criait quelque chose comme « Dasko » ou quelque chose de similaire. Sergueï a sorti son pistolet et a abattu le soldat allemand d'une balle dans la tête pour abréger ses souffrances. Presque immédiatement après cela, mon grand-père a décrit avoir entendu des bruits de gémissements, et c'est alors qu'une très grande chose a commencé à courir dans l'obscurité, s'éloignant d'eux, effrayés. Sergueï et mon grand-père ont commencé à tirer de manière erratique dans la direction de la chose. Les autres hommes sont accourus, mais la chose avait disparu. Tous les hommes ont été réprimandés lorsqu'ils sont rentrés au village, mais un rapport a été envoyé au haut commandement. Il n'a jamais été enquêté plus avant. Mon grand-père affirme que c'était la plus terrifiante expérience de sa vie. Il ressent du stress rien qu'en repensant à l'état du soldat allemand mutilé et à cette chose. Cela s'est passé lorsque ma fiancée, Morgane, et moi venions d'emménager dans notre maison ensemble, dans une petite ville tranquille. Nous vivons toujours dans cette maison. C'est une petite maison modeste, parfaite pour nous et quelques enfants si nous décidons d'en avoir. Nous avons rencontré l'un des voisins tout de suite. Il semblait sympa. C'était un couple plus âgé dans la soixantaine. Les voisins de l'autre côté étaient assez éloignés, nous ne les avons donc pas rencontrés tout de suite. Nous étions encore en train de déballer nos affaires et de meubler la maison. C'était peut-être la 2e semaine de notre installation. Nous étions épuisés, car chaque soir, nous devions travailler à nos emplois et en même temps nous occuper de la maison.
Morgane cuisinait des pâtes dans la cuisine, et je m'asseyais à la table en discutant avec elle tout en naviguant sur mon ordinateur portable à la recherche de tapis pour la zone. Il faisait un peu étouffant dans la maison, alors j'ai décidé d'aller ouvrir la porte arrière. Mais en regardant dehors dans le jardin, j'ai remarqué quelqu'un assis sur l'une des chaises. Il était un peu penché en avant avec la tête baissée. Je peux vous dire que j'ai failli faire dans ma culotte quand je l'ai vu. J'ai chuchoté le prénom de Morgane et dit, ne crie pas, mais il y a un homme dans le jardin. Elle s'est approchée pour regarder dehors et a poussé un cri. Elle m'a attrapé et s'est un peu cachée derrière moi en disant, va lui dire quelque chose. Non, attends. Non, ne le fais pas. Je ne savais pas moi-même si je devais y aller ou non. Je ne suis pas le plus grand des hommes, pour être honnête, et même si cet homme avait le dos tourné et était assis, il avait l'air plus costaud que moi. Morgane m'a suggéré de frapper à la vitre et de lui crier de quitter notre propriété. Je ne voulais pas le faire, j'avais peur. Le jardin est grand, mais juste devant les portes du jardin, il y a un patio avec des meubles. Les lumières dans le jardin n'étaient pas allumées, nous l'avons juste vu à travers les lumières intérieures qui brillaient à travers la porte en verre, ce qui signifie qu'il devait savoir que nous étions à l'intérieur. J'ai dit, d'accord, je vais appeler la police. J'ai fermé les stores coulissants pour qu'ils sortent de notre vue. J'ai appelé le 911 en demandant à l'opérateur de dépêcher la police à notre maison. Je pouvais toujours entendre l'homme de l'autre côté de la porte, maintenant il parlait à voix très forte, presque en criant, disant toujours des choses dégoûtantes sur Morgane. J'ai approché le téléphone de la porte en verre pour que l'opérateur puisse entendre. Il m'a fait rester au téléphone jusqu'à l'arrivée de la police. Finalement, il s'est tué à l'extérieur, et j'ai jeté un coup d'œil dehors pour voir si l'homme était parti. J'attendais avec impatience que la police arrive, et lorsqu'ils l'ont fait, ils ont fouillé le jardin, rédigé un rapport de police, puis sont partis. Nous pensions que c'était terminé, mais plus tard dans la soirée, alors que nous étions dans le salon en train de regarder la télévision, nous avons tous les deux entendu quelque chose venant du jardin. J'ai été voir par la fenêtre, en ouvrant à peine les stores, et j'ai vu à nouveau l'homme dehors. Il avait une cigarette à la main et parlait tout seul ou essayait de nous parler en regardant la maison. Il nous a remarqués à travers la fenêtre et a couru vers la maison. J'ai sauté en arrière, et il a commencé à frapper à la fenêtre en disant toutes ces choses horribles et malades qu'il voulait faire à Morgane. J'ai dit à Morgane de monter à l'étage. Je ne voulais pas qu'elle soit près de la fenêtre. Elle m'a obéi. J'ai crié, je vais rappeler la police à nouveau, et les coups ont cessé, et il est devenu silencieux. J'ai attendu quelques secondes avant de jeter un coup d'œil à nouveau par la fenêtre, et il était parti. Je suis monté à l'étage pour réconforter Morgane, qui était visiblement secouée. Je lui ai dit qu'il était parti quand, avec le recul, j'aurais dû rappeler la police à ce moment-là. En bas, j'ai entendu des coups et des bruits. Je suis descendu à mi-chemin des escaliers et j'ai entendu des coups à la porte arrière, la poignée tournait. Il essayait de pénétrer dans la maison. J'ai saisi le téléphone dans la cuisine et rappelé le 911 en suppliant l'opérateur d'envoyer la police. Cette fois, la police est arrivée beaucoup plus rapidement, et je n'ai pas alerté l'homme de l'extérieur. Malheureusement, lorsque les policiers sont arrivés, cet homme avait encore disparu. Il est très probable qu'il se soit enfui dans les arbres profonds du jardin. Il n'est pas revenu cette nuit-là. Le lendemain, nous avons frappé aux portes des voisins pour nous présenter à ceux que nous n'avions pas encore rencontrés et leur demander s'ils connaissaient quelqu'un correspondant à la description de cet homme. Nous avons découvert des informations troublantes. Un couple vivant quelques portes plus loin connaissait cet homme. Il était connu pour avoir battu son ex-femme, avoir des problèmes d'alcool et de drogue, et il était généralement considéré comme très dangereux. Il vivait à un pâté de maison de chez nous dans une petite maison délabrée. La partie la plus effrayante est que nous l'avons signalé à la police, mais comme nous ne l'avions pas enregistré sur vidéo, nous n'avons pas pu porter plainte. Nous ne savons pas s'il habite toujours là, car nous n'avons pas vu de ses nouvelles depuis longtemps. J'espère que cela reste ainsi. La peur et l'anxiété que cette expérience nous a causées ont laissé une empreinte durable. Nous avons installé des mesures de sécurité supplémentaires et gardons un œil vigilant sur notre environnement, en particulier lorsque la nuit tombe. Le sentiment d'être observé ou envahi ne disparaît jamais vraiment. Cela nous rappelle de manière glaçante que le danger peut se tapir dans des endroits inattendus, même dans le confort de notre propre maison.